Bonjour à tous. Eh bien, on va se mettre devant, ce sera plus simple. Donc, très heureux d'être à nouveau effectivement parmi vous pour cette 5e édition des Universités du numérique du MEDEF. C'est un sujet crucial. On va effectivement vous présenter un travail inédit qui vise à avoir un panorama, un tableau de bord à 360 de la transformation digitale des entreprises françaises et de le benchmarker bien sûr par rapport au niveau mondial. Alors pour illustrer mon propos, je vous propose de démarrer par une animation qui, je pense, va être tout à fait éclairante. Alors, on cherche la zappeuse. Elle va vous présenter l'évolution depuis 1995 de la capitalisation des entreprises de la tech. Voilà, donc vous avez vu en bas la barre qui a défilé, 95, 2000, 2005, 2010, 2017. Je pense que c'est assez flagrant. On voit bien cette polarisation qui ne fait que s'accentuer avec deux géants, effectivement, la partie États-Unis et la partie chinoise. Qu'est-ce que ça amène comme première réflexion? La première est assez simple, c'est de se dire c'est bien sûr un enjeu économique majeur, crucial. Alors quand on dit enjeu, moi je préfère dire souvent opportunité, parce que des fois enjeu, on a l'impression qu'on a derrière une menace ou des choses comme ça. C'est une opportunité pour toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur implantation. Voilà. Et on va le redire plusieurs fois, c'est le rôle du MEDEF de les inciter à accélérer dans ce domaine. Le deuxième point, par contre, qu'il faut clairement retenir, c'est que ce n'est pas seulement un enjeu économique, mais c'est maintenant aussi un enjeu, j'allais dire, de souveraineté géostratégique. On dépasse la frontière uniquement économique. Je pense que vous avez tous suivi, bien sûr, les échanges vifs et les tensions entre les États-Unis et la Chine, qu'on a vu très récemment au sujet de Huawei et de la 5G. Vous avez vu également l'annonce du lancement de Libra par Facebook il y a quelques jours, donc avec des crypto-monnaies où on se pose quand même des questions. Est-ce qu'une entreprise privée peut émettre des monnaies qui jusqu'à présent étaient l'apanage des États ? Donc on voit bien que tous ces sujets, si on y ajoute aussi la cybersécurité, sont des points vraiment cruciaux qui dépassent encore largement la dimension purement économique. Alors face à ça, eh bien, quel est le rôle du MEDEF? Il y en a deux, si j'ose dire. Le premier, c'est donc effectivement aider les entreprises, faire de la pédagogie, les inciter à évoluer, faire des rencontres comme les universités numériques. Mais c'est aussi, à côté de ça, eh bien, d'attirer l'attention, de donner des clés de lecture aux acteurs du privé et du public, pour bien mettre en avant l'importance de cette transformation digitale qui, disons-le, n'est peut-être pas toujours très bien ou suffisamment perçue d'une manière générale. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mener cette étude avec le BCG. Alors c'est une étude, comme je l'ai dit, qui est inédite et exhaustive. Alors exhaustive, pourquoi? Vous avez les chiffres ici. On a travaillé le BCG a travaillé à partir de 60 KPI macroéconomiques, première chose, pour avoir une vision un peu globale macro. On est parti de données très terrain, c'est ce qu'a évoqué Geoffroy Bézieux il y a quelques instants, donc ce autodiagnostic qui a été lancé il y a quelques années avec plus de 20 000 réponses, donc 20 043 réponses du terrain, de chefs d'entreprise qui évidemment amènent des informations passionnantes, et puis également les études menées par le BCG ou des études internationales auprès de plutôt de grandes entreprises. Donc on a un panorama qui est assez, encore une fois, large et ne se concentre pas juste sur tel ou tel type d'entreprise. Et puis, deuxième sujet, c'est également une étude exhaustive dans le sens où on a voulu avoir un panorama à 360. On va vous présenter dans quelques instants les différents leviers qui permettent d'accélérer la transformation digitale, mais tout le monde conçoit aisément qu'ils sont nombreux. Ce n'est pas juste un levier ou un autre, etc. Il y a bien sûr de très nombreuses études sur chacune de ces leviers, mais c'est la première fois qu'il y a une vision globale à 360 qui permet d'avoir cette vision exhaustive et encore une fois d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce sujet crucial du point de vue économique et du point de vue souveraineté. Je vais donc passer la parole à Vanessa Lyon qui va vous présenter directement les résultats de l'étude. Et je vais lui passer la zappeuse. C'est vrai que Christian l'a dit, ces études nous ont permis de voir que l'évolution relative des positions des différents pays change assez vite. Et on a très vite pensé à la métaphore de la course. Et c'est vrai que même si la météo ne nous y fait pas penser, le Tour de France arrive bientôt. Donc on se sentait bien dans le cyclisme, dans cette logique de course par étapes et dans ce sentiment que tout le monde pédalait.
Alors aujourd'hui, la course a commencé finalement depuis peu. On a passé quelques étapes. La bonne nouvelle, vous allez voir dans l'étude, c'est qu'on est bien positionné dans le peloton. On est plutôt à l'avant. Maintenant, c'est vrai que les étapes de montagne arrivent. Donc, il va falloir rester très mobilisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour gagner la course ? Il faut plein de qualités. D'abord, il faut des talents, parce qu'en fait, c'est une histoire de personnes. Il faut des gens capables de faire du digital. Il faut des gens formés. Alors, bien sûr, il faut des ingénieurs, des chercheurs. Il faut aller toujours un cran plus loin dans l'intelligence artificielle. Mais il faut aussi des techniciens. Parce que si vous voulez monter un site de e-commerce quand vous êtes une PME, il faut quelqu'un pour être capable d'administrer le site. Il faut quelqu'un pour être capable de mettre en œuvre des stratégies de cybersécurité. Il faut des gens pour être capables d'administrer les données également. Donc la compétence, quand on parle de la compétence sur le numérique, c'est une compétence à tous les niveaux et on a besoin de ressources à tous les niveaux. Après, bien sûr, qui dit numérique dit données. Ça suppose d'avoir accès aux données, d'être capable de les collecter et de les exploiter. Et on verra qu'il y a certains éléments sur lesquels on est bien placé et d'autres endroits où on a des défis. Il faut bien sûr des infrastructures réseau, parce qu'en fait, tout ça doit circuler avec le bon débit. Et puis, il faut un cadre pour être capable de travailler. À la fois, il faut des politiques incitatives pour que l'ensemble des acteurs arrivent à se mettre en marche. Et puis, il faut aussi avoir des bonnes conditions de sécurité, parce que c'est vrai que dans l'économie classique, et surtout dans nos pays, on ne pense plus tellement aux enjeux de sécurité. Dans le monde du numérique, la cybersécurité est encore un domaine qui n'est pas très bien maîtrisé. Certains parlent de Far West, et donc c'est vrai qu'il faut aussi être équipé pour cela. Alors, l'infographie, vous aurez tous les détails sur le site. Cette slide n'est pas un test de lecture, c'est plus pour vous montrer le baromètre tel qu'on l'a structuré. Donc on a travaillé sur les 5 dimensions que je viens de vous citer, les talents, les infrastructures, les politiques incitatives, l'accès aux données et la cybersécurité. Et pour chacune de ces dimensions, on a voulu être précis parce qu'en fait, on ne voulait pas avoir un gros indicateur global pour se dire ça va à peu près bien. On est rentré un cran plus loin pour se poser des questions plus spécifiques, pour savoir ce qui va bien, ce qui va moins bien et finalement comment se donner les moyens d'accélérer. Et en fait, ce qui est représenté là sur ce graphe, pour chacune des sous-dimensions, vous avez un petit cycliste. Et le petit cycliste, c'est la France. Alors, ou bien il est en tête et il est en vert. Et donc, ça veut dire qu'on est en tête. Ou bien il est plutôt à l'arrière et il est en rouge. Et ça veut dire qu'on est plutôt retardataire. Et quand il est en orange et au milieu, c'est qu'on est en milieu de peloton. Donc, tout reste à faire. D'ailleurs, sur toutes les dimensions, si on est en avance, tout reste encore à faire. Il faut rester en avance. Et si on est en retard, comme on est au début de la course, rien n'est perdu. Alors, si on regarde un petit peu les dimensions et pourquoi on a voulu établir une vision contrastée, sur les talents, bien sûr, la question, c'est est-ce que je forme des gens de bon niveau ? Donc là, vous voyez qu'on est en tête. Est-ce que j'en forme assez ? On en parlera tout à l'heure dans les recommandations. Là, pour le coup, on est à la traîne, on ne forme pas suffisamment de talents à la hauteur des besoins. Et est-ce qu'une fois qu'on a formé les gens, on arrive à les garder ? Ça aussi, c'est pas évident parce que c'est un marché mondial et les gens ont envie de bouger. Sur les infrastructures, bon, on est sur des questions assez naturelles. Est-ce qu'on va assez vite sur le fixe et sur le mobile ? Est-ce qu'on a les capacités d'investissement ? Est-ce que les entreprises et les populations sont suffisamment équipées ? Sur le cadre de politique incitative, est-ce qu'on fait ce qu'il faut au niveau de la recherche, du déploiement des technologies, du soutien aux entreprises et aux écosystèmes ? Donc là, vous voyez qu'on est plutôt en milieu de peloton. Et sur l'accès aux données, est-ce que les données sont accessibles ? Est-ce qu'on sait les utiliser ? Dans quelles conditions ? Et puis enfin, sur la cybersécurité, est-ce que le cadre fixé par l'État est suffisant ? Et est-ce que les acteurs, que ce soit les entreprises ou les consommateurs, arrivent à jouer dans ce cadre ? Là, vous voyez qu'on est plutôt bien au niveau de ce que l'État propose, mais plutôt dans le milieu pour ce qui concerne la façon dont les entreprises et les consommateurs vont jouer. Alors, je vous ai dit, on a des forces. Et je pense qu'on peut s'en réjouir. C'est quand même des bonnes nouvelles dans cette étude. D'abord, la qualité de la formation. Donc,
ce n'est pas une surprise. On sait que les écoles françaises sont bien placées. Maintenant, il y a eu parfois un peu de French bashing autour de c'est pas si bien ou c'est plus si bien. Si, ça reste très bien. Et quels que soient les classements qu'on regarde, c'est très bien. Et c'est pas très bien qu'au niveau des universités, c'est aussi très bien au niveau de la formation continue. Sur la recherche, alors là, bravo au crédit impôt recherche. C'est vrai que c'est ça qui nous place troisième, parce que les entreprises sont très soutenues au niveau de la recherche, mais également au niveau des investissements dans la robotisation, par exemple. Et donc ça nous permet d'avoir aujourd'hui de l'avance. Sur l'accès aux données publiques, je pense que c'est la mouvance finalement France Connect qui fait qu'aujourd'hui la France a un coup d'avance sur la mise à disposition de ces données. Après, il faudra savoir les exploiter. Et sur la cybersécurité, c'est la loi de programmation militaire qui nous a quand même tiré tout l'écosystème autour de la capacité à maîtriser la cybersécurité. Donc là aussi, on est plutôt bien placé. Alors Christian, la suite. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on dit là, c'est un instantané. On est dans une course. Et la course, elle va aller de plus en plus rapide. Elle est très, 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 très rapide, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on a pris d'ailleurs cette image en disant ça va s'accélérer dans les années à venir. Pas faire un panorama de toutes les technos qui continuent à bouger, mais les difficultés sont... Enfin, pas difficultés, les opportunités en même temps, mais les challenges sont vraiment devant nous. Alors quand on voit ça, quelles sont un peu les images ? Bien sûr, on voit deux acteurs en tête qui se distinguent, la Chine et les États-Unis, pour des raisons évidemment démographiques ou historiques ou des choses comme ça. Le point, c'est de rappeler quand même à chaque fois que sur les 20 plus grosses entreprises de la tech, elles sont toutes soit chinoises, soit américaines. Au niveau des licornes, il y a 151 licornes aux États-Unis, 82 en Chine et 34 en Europe. Donc il y a vraiment une avancée extrêmement forte. On le voyait d'ailleurs dans le graphique il y a quelques instants. Le sujet, en fait, c'est par contre de rester le plus près possible. On l'a mis, Vanessa l'a dit, on est un peu en tête de peloton, mais il y a quand même des échappées devant. Donc dans ces cas-là, c'est toujours intéressant d'avoir des exemples inspirants, de se dire quelles sont les bonnes pratiques qui existent au niveau mondial. Et on voit que très souvent, il y a un triptyque qui est basé sur, d'une part, un enseignement de qualité et une R&D de qualité, une partie d'intégration entre eux des acteurs d'innovation. Et puis le troisième point, c'est de créer un effet d'entraînement à travers des filières. Ça, c'est un peu les trois sujets qu'on retrouve comme levier systématique pour avancer au plus vite. Alors on met souvent en avant des exemples comme Singapour et Israël, qui sont des exemples remarquables. C'est vrai qu'ils ne sont pas directement transposables à la France ou à l'Europe pour des raisons de taille, de géographie, d'histoire, etc. Donc je préfère toujours plutôt prendre l'exemple du Canada, qui a su mettre en place, avec ses super clusters, une politique très très dynamique et attirer les talents avec des centres autour de l'intelligence artificielle qui sont tout à fait dynamiques et intéressants à observer. Alors pas de French bashing comme on l'a dit, on fait aussi plein de choses intéressantes. Il y a des clusters ou des centres de développement en France qui sont tout à fait performants. On peut citer tout ce qui est autour de Grenoble notamment. Et puis une initiative qui a été lancée il y a très, très récente, qui est le Health Data Hub, qui a été lancé par le gouvernement, qui vise en fait à regrouper et à pouvoir analyser l'ensemble des données de santé françaises. C'est parmi les meilleures bases internationales en termes de taille et en termes de qualité. L'objectif étant en même temps, bien sûr, d'améliorer la qualité de soins pour l'ensemble de nos concitoyens, également de réduire le coût budgétaire et aussi, surtout, de pouvoir favoriser le développement de l'IA. Voilà. Donc on fait quand même pas mal de choses, mais il est important de rester très dynamique sur tous ces sujets. Donc en fait, quelles sont les recommandations que nous avons en tête suite à cette étude ? Alors on s'est dit qu'on allait résumer en 3 mots, 3 fois le même: investir, investir, investir. Alors d'abord, il faut investir dans les talents. Le déficit de talents d'ici 2022, donc 2022 c'est demain, c'est 200 000 personnes. Il faut former 200 000 personnes sur le numérique par rapport aux besoins qu'on estime être de base pour permettre à la France de rester dans la course. Et une fois qu'on investit, il faut aussi être capable de garder ces talents. Je vous disais tout à l'heure, on est sur un marché mondial. Il y a 76% des talents digitaux en France qui pensent à l'expatriation. C'est 9 points de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens, on est capable de les garder ? Il faut leur donner envie de rester.
Après, il faut investir dans les infrastructures. Donc, bien sûr, on a le plan très haut débit qui est en cours. Il faut continuer et le terminer. La 5G aussi, c'est indispensable de garder un bon rythme. Aujourd'hui, on a des plans de commercialisation des offres 5G en Europe courant fin 2020. Aux États-Unis, c'est disponible depuis décembre 2018. Donc, il faut absolument garder le rythme. Et puis enfin, sur les données, alors ça, bien sûr, il y a des investissements qui sont nécessaires au niveau du pays, mais c'est aussi des investissements qui doivent être faits au niveau des entreprises. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis 3 ans, il y a énormément d'entreprises qui ont investi le champ de l'intelligence artificielle. Et en fait, vous avez des effets d'expérience qui fait que vous dégagez des marges de manœuvre vous permettant d'aller plus loin et d'être plus pertinent. Et en fait, on voit des écarts qui se creusent dans les entreprises, entre les entreprises qui ont démarré et les entreprises qui n'ont pas encore démarré, qui sont au stade de pilote. Ça veut dire qu'en fait, il faut accepter de passer à l'échelle. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire en synthèse ? Sur la partie formation, j'ajouterais peut-être juste un sujet qui est important, c'est qu'un des leviers dont nous pouvons disposer, ce sont les femmes, parce qu'il n'y a malheureusement pas assez de femmes dans la tech. Même si elles sont nombreuses dans cette salle, mais on a un message, pas uniquement nous d'ailleurs, à dire encore une fois, les femmes sont un vrai potentiel de croissance et c'est aussi des carrières tout à fait passionnantes. Bon, en synthèse, le premier point, c'est de se dire que la bataille n'est pas perdue. Bien sûr, rien n'est simple, mais rien n'est simple globalement, je pense, dans la vie. Donc moi, je suis toujours un peu agacé quand j'entends des propos en disant « bon, de toute façon, c'est plié, il n'y a plus rien à faire, on arrête tout, etc. » Non, certainement pas. Tout ça est une notion d'engagement, une notion de volonté. Encore une fois, c'est une course qui dure très très longtemps, qui n'a pas de fin d'ailleurs. Donc il faut avoir cette volonté d'avancer sur ce sujet. Et ce baromètre que nous présentons cette année, il a bien sûr vocation à être pluriannuel. Et donc nous espérons vous retrouver l'année prochaine pour vous dire comment ça a évolué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, j'insiste bien, c'est un enjeu pas uniquement économique, mais également de souveraineté géostratégique. Il est impératif que l'ensemble de nos citoyens et de nos hommes, femmes politiques, au sens général, en prennent conscience et ne disent pas, bon ok, c'est de l'éco, ça marche pas l'entreprise. Non, c'est un vrai sujet. On a vu que, le digital peut avoir un impact sur nos vies privées, sur la citoyenneté et même dans certains cas sur la démocratie. Donc clairement, c'est un enjeu qui doit être pris au bon niveau, au niveau des pouvoirs publics. Le troisième point, et c'est pour ça qu'on a rajouté bien sûr le drapeau européen, c'est que tout ça doit se traiter au niveau européen. L'Europe, elle, a la taille pour faire, si ce n'est jeu égal, en tout cas être vraiment dans cette avancée, dans cette échappée, si on reste sur l'image cycliste, par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Donc nous plaidons clairement pour mettre en place, il y en a déjà, hein, GDPR est une avance, mais aller au-delà de ça, pour mettre en place des protections, des régulations aux frontières de l'Europe en tant que telles. Aujourd'hui, il faut être conscient que l'Europe, c'est un peu un supermarché des données. Hein, toutes les grandes entreprises chinoises et américaines viennent profiter des données des Européens. Eh bien, mettons en place des protections pour avoir vraiment la capacité à développer des leaders européens. Et en même temps qu'on met des protections au niveau des frontières, il est important d'harmoniser les règles entre les pays européens, par contre, pour que l'on puisse bénéficier d'une concurrence loyale et, encore une fois, favoriser l'émergence de champions européens. Ce challenge est passionnant, autant en tant qu'entrepreneur qu'en tant que citoyen en tant que tel. Donc l'Université du numérique et cette étude, encore une fois, a pour vocation d'attirer l'attention, de donner des clés de lecture. Ce sur quoi je voudrais insister en synthèse, c'est que soyez convaincus que le MEDEF est extrêmement actif sur ce sujet, le considère vraiment comme un point crucial et sera un acteur majeur pour faire évoluer l'ensemble de l'état d'esprit et des leviers pour développer la maturité digitale de la France dans les années à venir. Voilà, je vous remercie. On est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous deux. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, donc on va prendre quelques questions. Il y a un monsieur dans la salle, inconnu, qui a une question. Tiens. Le chiffre qu'il y avait dans les échos sur un tiers des entreprises, tu peux le commenter un peu plus? Enfin, un tiers des entreprises qui n'ont pas mis en place
qui ne sont pas prêts à démarrer leur transformation digitale? Oui, alors c'est peut-être pas prête, elles ne le mettent pas à leur ordre du jour. Le sentiment que l'on a, alors tout ça est compliqué à analyser, parce qu'on a un tissu économique qui est très large en France, on sait qu'il est très différent notamment de l'Allemagne, c'est quand même que les PME, TPE, globalement, ont compris la nécessité ou l'intérêt ou l'opportunité ou l'obligation de se développer dans ce domaine. Simplement, après, ce qui manque, eh bien, c'est du temps et de l'argent. Alors, je reprends un propos que j'ai tenu il y a quelques jours dans une autre assemblée. N'oublions jamais que les entreprises françaises, eh bien, ont un niveau de rentabilité qui est plus faible que la majeure partie de leurs concurrents européens. Moins d'argent égale moins de moyens pour investir globalement. Donc effectivement, ce chiffre de 1/3 correspond à la réalité, mais je ne pense pas qu'il traduise finalement un désintérêt des entreprises. Difficile d'avoir une conclusion globale, mais surtout le fait de dire, ok, mais moi je suis patron de PME, finalement le week-end, je m'occupe de ma trésor, de mes facturations, de rappeler des clients, et la transformation digitale, ok, j'ai pas le temps, ou c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je ne sais pas faire. Alors il y a en même temps un problème d'argent, certainement un problème de trouver les acteurs pour faire cette transformation digitale, ce qui n'est pas si évident, encore une fois, simple bien sûr pour les très grandes entreprises, plus compliqué pour des PME, TPE. Et puis, notre rôle, la MEDEF, c'est de leur dire si, c'est important, peut-être qu'il faut mettre de côté d'autres thématiques, mais avancer là-dessus. Mais c'est vrai que ce chiffre n'est pas bon. Je rappelle en deux mots simplement qu'au niveau de citoyens, on est très à l'aise avec la transformation digitale, on est parmi les premiers en classement européen, et par contre, en entreprise, on est effectivement plutôt mal placé. Une dernière, après on va devoir passer la parole. En ce qui concerne, pardon, je vais me tourner d'ailleurs, le sujet de l'e-commerce pour les PME, et notamment dans une verticale que je connais bien, qui est l'agroalimentaire, une des difficultés qu'on ne dit jamais, c'est que monter un site d'e-commerce quand on est une PME de 5-10 millions d'euros, grand public, en fait, c'est un foyer de perte pendant 2 ou 3 années par construction. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais, si déjà la rentabilité globale n'est pas très bonne, accepter de perdre 50 ou 100 000 euros par an pendant 3 ans, c'est un petit peu comme le problème de l'export. On a des PME peu exportatrices parce qu'on ne le dit pas assez, mais partir à l'étranger, ça commence par coûter de l'argent. C'est un investissement. Et là, je me demande si on ne doit pas, je ne suis pas un grand adepte des niches fiscales, surtout dans l'ambiance actuelle, mais il y a quand même une réflexion sur la manière dont ces investissements, qui sont des investissements assez lourds, pour être en tout cas financé ou accompagné. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, quand on va voir son banquier, qu'on a un bilan d'une boîte de 5 millions d'euros et qu'on dit je vais accepter de perdre 50 000 ou 70 000 euros par an pendant 3 ans pour lancer un vrai site d'e-commerce, on ait un accueil assez logiquement, parce qu'il n'y a pas d'actifs en face, il n'y a pas de gages, etc. Donc je pense que c'est une réflexion qu'on peut pousser un peu. Oui, parce que c'est de l'immatériel, donc ça, c'est souvent difficile à financer. Et puis, la dégressivité des amortissements ne couvrait pas les investissements liés au digital, ce qui est une demande qu'on a fait plusieurs fois et qui n'a pas été entendue. Merci à vous deux. Merci et bonne journée.